Au XIIe siècle, on a quelque chose de particulier qui arrive, un trait de pensée à part. C'est la fameuse Kabbale. On entend parler de la kabbalistique aujourd'hui. Eh bien, c'est une origine juive. C'est en fait une recherche mystique et ésotérique qui tente d'analyser les Écritures, surtout les prophéties, évidemment. Donc, des Juifs se sont adonnés à l'ésotérisme pour essayer de comprendre la fin des temps. Nous sommes au XIIe siècle. En 1250, les Mameluks, c'est une tribu, un peuple oriental, ont fait un coup d'État. Ils ont chassé définitivement les croisés de Palestine, et la Palestine est devenue une province égyptienne. Évidemment, l'instabilité qui en est née a fait que les Juifs gardaient cette idée de royaume messianique, toujours. Et chaque fois qu'il y avait une guerre, chaque fois qu'il y avait une persécution, chaque fois qu'il y avait quelque chose de particulier, c'était interprété comme des signes de l'Apocalypse. Les chrétiens ne sont pas mieux dans le domaine, hein, mais eux aussi. Et chaque fois, certains revenaient en terre promise, croyant que le moment était venu, évidemment, que le moment était arrivé. Surtout que des persécutions en Europe avaient lieu au plus haut niveau des églises. En Allemagne, lors des 2 premières croisades, en France, pendant la seconde croisade, en Angleterre, durant la 3e croisade, puis il y avait des accalmies, et puis il y avait des exterminations. Donc en fait, ils n'étaient vraiment pas en paix. Il y avait eu aussi des expulsions. Bon, vous avez déjà entendu parler des Albigeois, de toute une série de persécutions qui vont s'étaler comme ça sur ces 2 siècles. Alors il y avait aussi des massacres sur le chemin de Jérusalem, pourquoi pas? On y allait pour établir le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Alors autant massacrer. Et en Palestine, n'en parlons pas. Mais tous ces massacres, toutes ces accumulations ont fait que l'esprit religieux des Juifs ne faisait qu'augmenter, évidemment. C'est toujours lorsqu'on est acculé. Vous savez, c'est dans les temps de guerre que les églises se remplissent, dit-on toujours. Mais c'est une réalité. Les Juifs, c'est la même chose. Ils étaient tellement acculés que leur ferveur religieuse en était exacerbée. Les Juifs perdaient leurs prérogatives, ils étaient acculés par les chrétiens, mais ils ont quand même résisté. Ils ont dû commencer à voir les choses autrement, surtout dans le nord de l'Europe. Et ils ont commencé à faire du commerce, mais le commerce très lucratif, celui de l'argent. C'était de l'usure. Et les chrétiens considéraient l'usure comme un péché grave, donc ils ne pouvaient pas en faire. Donc les Juifs se sont immiscés là-dedans. Et c'est eux qui, paradoxalement, ont commencé à financer les croisades, au XIIe, XIIIe siècle. Ils étaient méprisés par la majorité des gens, mais pas nécessairement par les nobles. Parce qu'ils étaient considérés comme indispensables à cause de leur argent, tout simplement. Et grâce au fait qu'ils étaient riches, grâce au fait qu'ils soutenaient financièrement les seigneurs, eh bien, ils étaient particulièrement bien protégés. C'est aussi paradoxal que ça. Mais au fur et à mesure, évidemment, ils ont commencé à être soupçonnés d'occultisme. La Kabbale n'était pas là pour arranger les choses. Et je vous rappelle que nous étions dans une ère d'inquisition. On entrait gentiment dans le XIVe siècle. Ils étaient toujours aussi nombreux que 2 siècles auparavant, malgré toutes les persécutions, mais ils étaient dans une situation beaucoup plus délicate. La persécution a fait que de nouveau, ils ont déménagé. Ils ont commencé à transhumer. Et ils ont commencé à quitter l'Europe. Ils sont restés évidemment en Europe, mais
Ils sont restés surtout vers les pays germaniques, les pays slaves. Et ils sont redescendus dans le Maghreb, dans l'Empire ottoman. L'Empire ottoman, qui de 1517 à 1917 regroupait quand même au bas mot la Turquie, l'Égypte et la Palestine. Il y a eu à ce moment-là des disparités, évidemment, parce que l'influence des dominateurs, l'Occident et les Turcs, c'était deux façons de vivre différentes, a fait qu'il y a eu deux tendances qui étaient plus sociales que religieuses, qui sont nées au niveau des communautés juives. Et le seul point commun à tous restait quoi? Le fait de croire en un royaume messianique. Vous imaginez que Dieu a gardé cette envie et cette ferveur pendant des centaines et des centaines d'années. Ils n'ont jamais désespéré de retrouver un royaume messianique. Quand ils ont fui l'Espagne, les Juifs se sont installés en Palestine. Mais c'est vrai que là, évidemment, c'était les Bédouins qui habitaient, et les Bédouins étaient en révolte. Donc, ils se sont installés, et pour prendre plus d'importance, ils ont remis au principe, le principe que c'était la Judée, le centre spirituel et de réflexion et d'enseignement des Juifs, quel que soit son domicile. Donc, la Judée redevenait le centre spirituel de la religion juive. Alors, Safed a été choisi comme ville sainte, entre guillemets évidemment, et un certain Caro a édité un code de conduite juive, et d'autres enseignaient cette conduite. En parallèle, nous avons en Europe encore d'autres événements, comme en Allemagne et en Italie. On a commencé à instaurer des ghettos. Comme de quoi, ce n'est pas Hitler qui a inventé le ghetto. Mais déjà au XVIe siècle, en Allemagne et en Italie, on a commencé à faire des ghettos. Ce sont en fait des quartiers totalement murés et qui sont uniquement ouverts la journée au monde extérieur. Et les Juifs étaient obligés de les réintégrer pour la nuit, alors que tous les étrangers devaient avoir quitté le ghetto pour la même nuit. On n'avait pas le droit d'agrandir ce ghetto. Donc c'était un territoire, une zone dans la ville qui était réservée aux Juifs, mais qui ne pouvaient pas grandir. Et donc évidemment, ça créait des problèmes, parce que la population grandissait en nombre. Et donc il y a eu des drames sociaux, évidemment. Alors les activités, il n'y avait pas grand-chose à faire, à part l'artisanat et les prêts d'argent. Ces prêts d'argent, au XVIIe siècle, ont commencé à connaître des problèmes, puisque les chrétiens ont créé les fameux monts de piété, qui étaient les endroits où vous alliez déposer quelque chose pour obtenir un peu d'argent. Et pour eux, pour les Juifs, la vie en ville était vraiment difficile. Il y avait des outrages constants, il y avait des conversions forcées. Mais tout cela renforçait la ferveur religieuse, tout cela renforçait l'esprit du clan familial, tout cela augmentait la Kabbale qui voulait dater l'entrée en gloire d'Israël. Alors nous, les réformés, fruits de la réforme, nous ne sommes pas en reste par rapport au rejet des Juifs. Luther a essayé de rallier les Juifs à sa cause. Mais comme il n'a pas réussi, il est devenu un de leurs plus fervents adversaires. On a toujours tendance à un peu oublier ça de la part de Luther. Mais il faut quand même le dire comme tel. La contre-réforme, donc c'est-à-dire les chrétiens qui ont réagi contre les réformés, ont eux aussi durci le ton contre les Juifs et ont remis au goût du jour les décisions du Concile de Latran, c'est-à-dire tout ce qui était restrictif pour la liberté des Juifs. Pendant ce temps-là, de nombreux Juifs se sont installés en Pologne.
qui étaient depuis le XIIIe siècle des jeunes terres d'accueil, mais c'est vraiment vers le XVIe et XVIIe siècle que la présence juive a connu vraiment une apogée importante. Au point que les Juifs sont devenus autonomes en Pologne, même au niveau du prélèvement des taxes. Et ils étaient une caste, une véritable caste, une puissance économique et politique importante et reconnue, respectée. Et ils se sont même offert le luxe, au XVIIe siècle, de se scinder en deux. Il y avait une communauté de Pologne et une communauté de Lituanie. Il y avait deux écoles talmudiques. Et ces deux écoles sont devenues des références de la formation des rabbins. Puisqu'ils étaient devenus puissants, même économiquement, ils pouvaient vivre en autarcie. Et ils ont pu commencer à rétablir une langue nationale. C'est important pour un pays d'avoir une langue nationale. Quand on voit tous les problèmes qui se posent dans notre pays, mais là, ils ont créé le yiddish. Le yiddish est en fait un patois, mélange allemand et hébreu, qui s'écrit en lettres hébraïques. La Russie avait conquis un certain nombre de pays comme l'Ukraine, la Crimée, et donc automatiquement les Juifs sont entrés en Russie. Mais pas parce que les frontières se sont ouvertes, mais parce que les Russes ont agrandi leur territoire tout simplement et ont englobé les Juifs qui y étaient. Tout doucement, les voisins comme l'Allemagne et l'Italie, je vous l'ai dit, qui sont à l'origine des ghettos, ont continué leur petit jeu. Et les Juifs étaient libres en Pologne, mais là, ils étaient amenés à payer un péage corporel. Vous étiez juif, vous étiez obligé de payer. Un peu comme le péage qu'on faisait verser pour le bétail. Il y avait des contrôles des naissances, il y avait des contrôles des unions. Et les jésuites ont décidé de conquérir spirituellement la Pologne en apportant un message anti-juif de plus en plus important au niveau des dirigeants du pays. Et évidemment, sous de fausses accusations, comme d'habitude, ce qui a amené des massacres. Toujours pendant le XVIIe siècle, les Polonais, dont les nobles étaient majoritairement chrétiens, ont été en guerre successivement contre les Cosaques, contre les chrétiens orthodoxes, qui étaient alliés aux Tartares, contre les Russes et les Suédois. Et évidemment, les Juifs étaient au milieu de tout ça et étaient torturés, massacrés. Plus de 100 000 ont été massacrés à cette époque. C'était en fait la fin, le glas de l'âge d'or des Juifs en Orient. Et de nouveau, c'était l'exil pour beaucoup. Et de nouveau, l'attente messianique reprenait encore plus d'ampleur. Surtout calculée sur la Kabbale, évidemment, et sur le génie d'un usurpateur qui n'avait rien trouvé de mieux que de promettre des choses. Il s'appelait Sabbatai Zvi. On avance toujours. Et la France, comme l'Angleterre, la France qui venait d'annexer l'Alsace, et l'Angleterre ont, avec un certain Cromwell, qui était puritaniste et millénariste, ont accepté un retour des Juifs sur leur territoire. Donc ces exilés de Pologne et autres ont pu trouver refuge en Angleterre et en France. Alors les Juifs ont réussi à prospérer de nouveau dans la finance et ils devenaient plus souvent protégés que tolérés. Et certains Juifs ont, grâce à ça, délaissé leurs frères qui se retrouvaient dans les ghettos en Allemagne et en Italie. Et les Pays-Bas ont commencé à jouer un rôle, parce que par leur indépendance, ils devenaient libres, ont commencé à jouer un rôle d'accueil pour les Juifs. Les Juifs étaient là, bienvenus. La Russie a annexé la Pologne au XVIIIe siècle. Elle a intégré les Juifs, évidemment,
dans la foulée des tsars qui envahissaient tous ces pays. Il faut savoir que les Juifs étaient tolérés, mais avaient l'interdiction de s'installer sur le territoire de la Grande Russie. Donc en fait, ils étaient assignés là où ils avaient été trouvés, et en plus de ça, on leur imposait des ghettos au sein des pays où ils avaient l'habitude d'habiter. Ils ont essayé de les russifier, ils ont essayé de les christianiser, ils leur ont mis des marques de reconnaissance, eux aussi, ils les ont persécutés, ils les ont discriminés. Les Juifs qui ont vécu un certain temps dans la prospérité avaient eu tendance à oublier un peu leur religion. Cette persécution, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ramené un principe de piété. Ce principe de piété a été appelé le hassidisme, qui était basé sur les valeurs fondamentales du judaïsme. Et ce hassidisme existe encore aujourd'hui, tant en Israël qu'aux États-Unis. Au milieu du XVIIIe siècle, en France et en Allemagne, il y a une autre conception qui prend naissance. Les Juifs devaient devenir des citoyens comme les autres. Ils ne pouvaient plus être un État dans l'État. Ils ne pouvaient plus être des ghettos, puisque les ghettos les amenaient à être un État dans l'État. Donc la Révolution française en 1789, les campagnes napoléoniennes aussi qui ont suivi, ont amené ce concept de citoyen à part entière et intégré dans la population à travers toute l'Europe. Et en 1798, avec l'aide des Juifs, Napoléon s'est emparé, mais malheureusement de façon éphémère, de Jérusalem. Et en France, il a instauré un Sanhédrin. Mais un Sanhédrin qui n'avait pas du tout la même portée, la même capacité que celui qui se trouvait antérieurement en Juda, évidemment. Et le seul but du Sanhédrin était en fait de faire un peu la charnière entre les Juifs et Napoléon, qui ne comprenait pas grand-chose de leur façon d'être et de vivre. Donc c'était plutôt pour essayer de se les amadouer. Il voulait les intégrer dans la vie sociale, il voulait les intégrer dans la vie politique, il voulait leur permettre d'être libres en France et encore plus dans les pays qui étaient occupés par son armée. Il voulait s'en faire des alliés à part entière. Ce nouvel esprit n'a pas fait beaucoup d'émules, puisque seuls les Prusses, en 1848, ont accepté ce concept aussi. C'est vrai que beaucoup craignaient que les Juifs se rallient à la France révolutionnaire menée par un messie, entre guillemets, selon la plupart des Juifs. Donc les Juifs avaient tendance à considérer peut-être Napoléon comme le messie. Et les autres croyants considéraient Napoléon comme l'antéchrist. Comme ça, tout le monde était d'accord. Il y avait quand même quelque chose de spirituel là-dedans. Mais la chose importante, c'est que la question juive, à ce moment-là, intéressait toute l'Europe, enfin, en même temps. Et c'est au congrès de Vienne que tout le monde en a discuté. En 1870, c'est l'Empire austro-hongrois et l'Allemagne qui ont commencé à donner des droits de liberté totale aux Juifs. Malgré le fait que certains bons penseurs, philosophes et autres les considéraient comme des arriérés. Puis ça a été l'Italie, l'Angleterre, qui ont admis que dans leur rang, ils pouvaient avoir des parlementaires qui étaient d'origine juive. Il restait encore quelques centaines de juifs en Europe occidentale. Il y en avait 2 500 000 en Europe centrale et orientale. Et là aussi, la réforme semblait prendre une orientation favorable pour les juifs. Il restait plus de 500 000 juifs dans le Maghreb et l'Empire ottoman aussi. Mais là, leur situation est en train de s'assombrir, sauf peut-être en Algérie.
Donc on était dans une phase d'émancipation en Europe, surtout occidentale. Le danger de ça, c'est que quand il y a émancipation et liberté, il y a un risque d'intégration complète. Et donc, abandon de ces valeurs spirituelles, abandon du principe de se considérer comme exilé et rejeté, abandon du principe de prier pour retrouver un royaume, puisqu'on est intégré, on est chez soi. C'est le gros danger. D'autant que beaucoup d'autres idées commencent à se faire une place au soleil. Les idées d'humanisme, les idées du christianisme toujours, les idées du nationalisme, les idées du socialisme. En Occident, en fait, les Juifs en étaient arrivés à se dire que le judaïsme, c'est un mouvement religieux. Et ça n'empêche pas de renoncer à une patrie hypothétique pour jouir de la nationalité de l'endroit où on se trouve. Parfois même, ils renonçaient totalement au principe biblique de la théocratie et ils oubliaient le retour de Christ, enfin l'arrivée du Messie, en tout cas pour eux. Beaucoup se restaient un peu mitigés, mais le principe c'était de se dire la nation juive est virtuelle, quelque part. Ben, comme elle est virtuelle, qu'elle n'existe pas, ben, autant s'installer dans le confort où nous sommes, ici en Occident. Et notamment, des juifs ont jusqu'à pratiquer le baptême comme les chrétiens. Ont accepté de parler la langue du pays en ne connaissant plus leur langue, en tout cas le yiddish. À l'Orient, ils s'en sont aussi inspirés, mais comme il y avait moins de liberté, évidemment, le principe de retour vers un pays qui leur appartiendrait restait quand même plus important. À la fin du XIXe siècle, en Europe, le judaïsme, on pouvait compter les membres parce que ceux qui le pratiquaient étaient devenus tellement peu nombreux et le nombre de tièdes était tellement élevé qu'ils étaient prêts à renier et ils reniaient leurs origines. Et là, on peut se rendre compte qu'on était dans une situation vraiment critique. On peut se rendre compte qu'on aurait pu arriver à la fin réelle du peuple juif. D'autant qu'il y avait un courant antisémite qui commençait à naître et prendre de plus en plus d'importance au travers, évidemment, des ghettos, des ségrégations diverses, souvent des chrétiennes, mais surtout dans les bouleversements politiques qu'il y avait à cette époque-là. Et les gouvernements qui étaient tous engagés plus ou moins dans les guerres, qui devenaient beaucoup plus radicaux, évidemment. Alors, dès 1880, on a commencé à voir des accès de violence contre les Juifs, sauf en France. Alors, il y a eu les fameux pogroms russes, donc ce sont les destructions. Il y a eu des attaques ciblées en Allemagne. Il y a eu d'autres procédures beaucoup plus sournoises dans le reste de l'Europe. Et dans l'Empire ottoman, c'était pareil. Les Juifs étaient accusés à tort d'actes barbares et ils étaient condamnés sans pouvoir faire appel. Et dès le début du XXe siècle, il n'y a pas si longtemps que ça, les droits acquis ont été contestés en Occident. Et la misère était extrême. Alors l'antisémitisme, qui a remplacé l'antijudaïsme, a pris de plus en plus ampleur depuis le début du siècle. Et c'est devenu vraiment un sujet de débat politique. Et on inscrivait l'antisémitisme dans des programmes politiques. En Allemagne, en Autriche et en Hongrie. La différence entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme, c'est que l'antijudaïsme, c'est un rejet d'une religion. L'antisémitisme, c'est le rejet d'une race. On a passé un cap supplémentaire. On va quand même essayer de résumer en quelques mots le succès de la diaspora, ce que ça a pu nous apporter.
Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Aujourd'hui, nous sommes sous l'ère chrétienne, c'est un fait certain, et il est quand même intéressant de constater qu'il y a des Juifs dans quasiment tous les pays d'Europe, dans l'Asie, dans le monde arabe, en Afrique, et ils représentent à ce moment-là, grosso modo, 7 à 10% de la population globale de l'Empire romain. Il y en avait plus ou moins 6 millions au temps de l'empereur Claude. Il y avait un tiers d'entre eux qui vivaient en Palestine, un sixième en Égypte, en Syrie et à Babylone. Il faut savoir que la population hébreuse qui était de la diaspora était plus grande que celle de la Judée. Et on estime qu'il y avait plus de 2 millions de Juifs dans le reste du monde. Je vous ai mis quelques comparaisons dans le livre par rapport au XXe siècle, où on estimait qu'il y avait 2% de Juifs en Europe en 1939, 1% en France par rapport en 1980 et 3% aux États-Unis en 1980. Alors, qu'est-ce qui explique cette propension à grandir, cette propension à augmenter? D'abord, les guerres successives. Les guerres ont chaque fois poussé les Juifs à quitter, à aller plus loin, à immigrer. Il y avait un ordre de Dieu: se multiplier et remplir la terre. C'est un ordre de Dieu. Il faut quand même se rendre compte que si les Juifs ont été dispersés partout sur la terre, c'est sur ordre de Dieu. Même s'ils ne le voulaient pas, ils y ont été poussés. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, le principe du rachat des esclaves. Donc la race était perpétuée parce que chaque fois qu'un esclave était juif, d'autres juifs le rachetaient. Les crises politiques et économiques, qui obligeaient les juifs, selon la loi aussi, à pratiquer la solidarité entre les communautés. Et quand une communauté n'avait pas le moyen, c'était une autre qui devait la soutenir. Et puis, dans les communautés même, il y avait une solidarité locale qui tournait bien souvent autour de la synagogue, évidemment, et c'était des anciens, des collèges d'anciens qui géraient cela. Il y avait, comme on l'a vu aussi, les liens puissants entre la Judée et toutes les communautés qui étaient situées au travers du monde entier. Et c'était, comme je vous l'ai dit, des voies de communication extraordinaires, où il y avait des liens partout, et donc ça permettait de parcourir le monde. Et on l'a vu aussi lors d'une autre étude, évidemment, sur le Pentateuque, il y a le principe de la prophylaxie au niveau de la santé, l'hygiène poussée par la religion. Et donc c'était une prophylaxie sanitaire qui évitait maintes et maintes maladies et donc de décès par la maladie. Il faut ajouter à ça qu'il y avait le prosélytisme, évidemment, le fait que, où que les Juifs soient, ils ont pendant un certain temps prôné justement la conversion. Et c'est vrai qu'il y a eu surtout une activité vers le IIIe siècle après Jésus-Christ. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. La conversion, elle se faisait de deux manières différentes. En fait, on pouvait devenir membre de la communauté. On était appelé fils d'Abraham ou guerre de justice. Guerre, c'est G-E-R. Et donc, ça comprenait la circoncision, ça comprenait l'adhésion à la Torah, et le passé de la personne était officiellement effacé. Un peu comme notre conversion, quoi. Conversion chrétienne. Puis il y avait la judaïsation. Et la judaïsation, c'est un peu le groupe des sympathisants. C'était des gens qui respectaient un certain nombre de règles juives, mais qui
parce que souvent elles avaient un peu peur de l'étiquette qu'elles allaient recevoir, elles ne passaient pas le cap de la conversion. Donc on les appelait les craignants. Craignants, pas parce qu'ils avaient peur du on-dit, mais parce que craindre l'éternel, le respect de Dieu. Et on les appelait aussi guerre du seuil, parce qu'ils étaient au bord de la religion juive, mais ils ne passaient pas le cap. Et c'est vrai que beaucoup de citoyens romains étaient des guerres du seuil, dont l'épouse de Néron à l'époque. C'est vrai qu'au IVe siècle de notre ère, le contexte d'ouverture qu'il y avait, c'est un contexte de tolérance, ça correspondait bien aux nouvelles angoisses spirituelles de l'époque. La civilisation gréco-romaine cherchait un petit peu un sauveur, se cherchait une solution parce qu'elle était à bout de souffle et les barbares commençaient un petit peu à appuyer à tout niveau au niveau des frontières. Et donc le peuple romain se cherchait un peu un nouvel espoir sur lequel se fonder. Et autant la religion juive que le christianisme étaient des réponses adéquates à leurs demandes. Il y avait un principe de morale, il y avait un principe d'égalité, il y avait des rites, mais il y avait aussi le repos hebdomadaire en famille. Et ça, c'est quelque chose qui plaisait aux non-chrétiens et aux non-juifs, aux païens. Mais ce qui était surtout rassurant, et ce qui est rassurant pour tout le monde, un peu comme le christianisme aujourd'hui, c'est quand même la constance du judaïsme. Le judaïsme est resté au travers des siècles, et donc ça donne une impression de fiabilité et de confiance. Quelque chose qui est une mode et puis qui cesse, quelque part, c'est un peu perturbant. Mais quelque chose qui passe au travers des siècles, là, c'est encourageant. C'est rassurant. Il faut savoir aussi que les Juifs, ceux qui avaient connu la déportation de Babylone, et tous ceux qui ont suivi, ont abandonné l'hébreu. Et ils se sont acclimatés au grec. Et donc, c'est devenu un peu le judaïsme alexandrin, donc d'Alexandre le Grand, dont on parlait, qui est à l'origine, en fait, de la Septante dont je vous parlais tout à l'heure au IIIe siècle. N'oubliez pas que la Septante est quand même une traduction utilisée aussi par les chrétiens. Évidemment, le fait qu'il y ait eu cette déviance vers la langue grecque et vers les principes grecs a fait qu'il y a eu des dérives philosophiques et qu'il y a eu quelques anormalités, puisqu'on ne se basait plus sur la Bible que comme une valeur plus ou moins normative, mais non plus normative en tant que telle. Et notamment, il y a le cas de Philon, qui était un juif helléniste. Mais l'influence grecque en tant que telle a été de très courte durée. Et il faut aussi savoir que les chrétiens ont connu les mêmes affres et ont commis les mêmes erreurs, notamment Origène, qui a fondé son école biblique à Alexandrie. L'influence grecque n'a pas duré trop longtemps parce que justement, avec le déclin de l'Empire romain, ce sont les Hébreux des régions d'Asie qui ont repris la main. Et donc, comme on a vu, c'était principalement les écoles palestiniennes et babyloniennes, le Talmud palestinien et babylonien, qui ont pris le dessus quant à la philosophie prioritaire et de compréhension de la parole. Le prosélytisme, ce n'est pas quelque chose qui plaît. En général, ça dérange. Et c'est vrai que les Juifs dérangeaient surtout parce qu'ils refusaient de se mélanger aux autres. Ils vivaient refermés, ils rejetaient toutes les autres religions et les dieux qu'on leur proposait, et ils recevaient notamment des privilèges que d'autres n'avaient pas, comme le fait de ne pas devoir adorer l'empereur. Donc ce qui a permis aux Juifs exilés d'être encore présents au moment du retour vers Israël, à un moment donné, c'est que les Juifs s'inséraient dans les populations, mais ne se sont jamais intégrés dans ces mêmes populations à cause de leur identité religieuse. Donc c'est leur religion qui les a tenus
hors des populations des autres pays. Nous vivons avec le monde, mais pas dans le monde. C'est un peu le concept juif aussi. C'est ce qui nous amène aux prémices du retour, à sentir qu'à un moment donné, il va y avoir cet appel qui va être beaucoup plus fort que prévu et qui va faire que les siècles traversés avec toujours cette envie de revenir vers le pays va devenir de plus en plus fort et va finir par l'emporter. Vous, les nations étrangères, écoutez ce que dit le Seigneur, et faites-le savoir jusque dans les îles lointaines. Dites, le Seigneur avait dispersé Israël, mais maintenant il le rassemble et veille sur lui comme un berger sur son troupeau. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Les premiers signes précurseurs sont arrivés vers 1825, où un certain Mardoché, Emmanuel Noah, a tenté de créer un État juif. Mais il a essayé de le créer aux États-Unis. Peut-être plus facile. Il a acheté un terrain dans le district de New York et il a décidé d'y ériger une ville. Il espérait l'appeler Ararat. Et le but, c'était de sauver en fait tous les Juifs qui étaient persécutés sur le vieux continent européen. En 1830, donc 5 ans plus tard, le rabbin Tzvi Hirsch Kalischer a commencé à défendre le concept du retour en terre promise. Et il a publié une thèse en 1862. Il a été appuyé et soutenu et suivi par d'autres. Et il soutenait surtout le concept de dire que le Messie ne pourrait pas venir tant qu'il ne serait pas sur la terre promise. Alors, en 1856, on a Sir Moses Montefiore qui a, lui, décidé d'acheter une orangerie à Jaffa. Et c'était en fait dans le but de permettre aux Juifs qui vivaient déjà en Palestine de pouvoir vivre et de produire leurs propres fruits. Et il a fait ça parce que déjà en 1839, il a tenté d'équiper 200 villages en Galilée, mais là, il a dû renoncer. Donc il a d'abord tenté d'équiper des villages, et comme il avait échoué à ce niveau-là, eh bien, il a quand même réussi à acheter une orangerie. C'est quelque chose d'énorme, hein. C'est pas un tout petit truc, hein, évidemment. En 1860, Montefiore, justement, ce même Montefiore et un certain Crémieux ont décidé de créer l'Alliance israélite universelle. Parce qu'en fait, un enfant juif avait été baptisé de force en France. C'est une réaction, en se disant, mais si on se fait imposer le baptême chrétien, nous ne pouvons pas continuer à vivre de cette manière-là. Et 1 an plus tard, à Londres, est née la Société pour la colonisation de la Palestine. Et cette société a été créée dans un but précis, c'est de promouvoir le retour des Juifs sur leur terre. Il y a eu en parallèle la Révolution italienne et un certain Moïse Hess, qui était quand même quelqu'un de controversé parce qu'il avait des théories un peu particulières et il avait des appartenances politiques pas très claires. Mais il a quand même publié en 1862 un manifeste sur l'indépendance de la Palestine, juive évidemment, qui a eu l'art d'être populaire. En 1870, cette fameuse alliance israélite universelle a envoyé un certain Charles Netter en Palestine. Et quand il est arrivé, il a été surpris d'y trouver 4 colonies juives déjà. Il y avait Jérusalem, Hébron, Safed et Tibériade. Il a signé un bail locatif de 99 ans en faveur de ces colonies juives pour qu'elles disposent de territoires suffisants pour être autonomes. Il y a fondé une école agricole et cette association avait en plus une œuvre là dans les pays du monde où il y avait des problèmes, où les Juifs étaient spoliés. Donc il y avait un double travail qui était fait. En 1878, ils ont créé le premier village agricole moderne, à Jaffa.
Et les premières arrivées donc, de juifs exilés ont eu lieu à ce moment-là aussi, 2 ans après seulement. C'était une année avant les pogroms en Russie, donc les persécutions des juifs en Russie. Et le fait qu'il y ait beaucoup de juifs qui arrivaient, de plus en plus de colonies se fondaient. En Palestine toujours, évidemment. En 1882, Pinkers repart sur le principe des théories nationalistes de Moïse Hess. Et ça travaille surtout de l'esprit des Russes qui sont persécutés dans leur pays. Et pas mal d'étudiants ukrainiens sont touchés par, étudiants hébreux évidemment, ukrainiens, sont touchés par tout ce manifeste. Et ils se sont fait appeler les amants de Sion. Et ils ont créé un mouvement qui s'appelait le Bilu. Et le mouvement avait pour but d'envoyer des pionniers, 40 au début, c'était pas beaucoup, mais enfin 40. Et ces pionniers étaient issus des pays de l'Est, notamment Russie, Hongrie, Pologne et autres. Et un certain Rothschild a fait preuve d'une générosité extraordinaire en 1887. Il a acquis des terres en grand nombre et il a fait construire des villages entiers. Et on voit que ces prémices sont importantes parce que ça met vraiment une envie de nationale et nationaliste qui va grandir et qui va s'accélérer, qui va faire accélérer le mouvement de retour. En 1896, un certain Théodore Herzl va publier un bouquin qui s'appelle L'État juif. C'est un mode d'emploi extraordinaire sur le sionisme, en fait. Et tout le monde d'abord s'est moqué de lui, et puis subitement, ça commence à travailler les consciences. Et il y a eu une accélération vraiment du retour, parce que beaucoup de personnalités ont été interpellées, surtout après l'affaire du capitaine Dreyfus en France, qui a été... Il faut savoir que le capitaine Dreyfus était d'origine juive, et il a été accusé de trahison avec l'Allemagne. Il a été exécuté, et ça a fait vraiment un tollé extraordinaire. Et donc, autant c'était une rigolade au départ, d'imaginer un peuple ou un État juif en Palestine, autant à ce moment-là, ça a perturbé les consciences juives, et là ils se sont dit, tout compte fait, il n'a peut-être pas tort ce Herzl. Et Herzl, lui, n'avait rien à faire des railleries. Et il a continué, parce qu'un an après son manifeste, il a mis sur pied un congrès. Un congrès, et il y en aura 5 autres après, sous son égide. Congrès du mouvement sioniste mondial. Et il y a eu plus de 200 représentants qui étaient des délégués envoyés par chaque communauté juive dans le monde. Sauf celle qui était évidemment opposée au retour à Sion. Nous avons vu qu'avec le temps, certains, tout compte fait, préféraient le virtuel que le réel. Et vivre là où ils étaient, c'était pas plus mal pour eux. Mais il y en a quand même eu plus de 200 qui se sont rendus à Bâle. Et chose importante, c'est que beaucoup de gouvernements ont reconnu cette association, ce mouvement sioniste mondial. L'idée principale, évidemment, c'était de fonder un État juif. Mais au début, ils ont pensé l'installer en Argentine, avant de décider de le remettre en Palestine quand même. Parce que le problème, c'est que la Palestine était toujours occupée par les Ottomans. Et donc, il fallait fonder en Palestine un foyer national juif qui était garanti par le droit international. La véritable difficulté de ce genre de réunion, c'était qu'il fallait coloniser la Palestine de façon pacifique et qu'après, il fallait reconnaître un État sioniste, un État juif. Il semble que Herzl a vraiment été celui qui a réveillé cette conscience des Juifs, surtout ceux des pays de l'Est qui étaient brimés. Et il y a eu une seconde vague vraiment d'exil et de retour qui a permis à la Palestine de prendre un vrai essor. Un essor non seulement agricole, mais aussi et surtout industriel et urbanistique. Herzl a créé un fonds financier, donc un fonds de solidarité, et tous les juifs du monde entier participaient à ce fonds pour pouvoir acquérir des terres en nom commun, pour justement garantir que ces terres ne seraient pas cédées, puisque c'était un collectif qui achetait.
et il louait ces terres à un prix très raisonnable, à un très faible coût, justement, selon les bases de la Bible. Et il respectait le principe du jubilé tous les demi-siècles. Il faut dire que là, les Ottomans, je vous ai dit, étaient toujours présents, et le sultan s'y est farouchement opposé, mais c'était une acquisition, c'était une réussite, et ça montrait aux yeux de tous les décideurs du monde que le peuple juif était toujours vivant. Et ça, c'est important, évidemment. Il a obtenu après audience auprès d'un certain nombre de grands du monde. Et entre autres, on peut citer le pape Pie X, l'empereur Guillaume II, le ministre russe, un ministre russe qui s'appelait Plève, le sultan Abdul Hamid II, le ministre anglais Chamberlain. Et il les a rencontrés dans un seul but, c'est qu'il voulait les sensibiliser à son idéal. Et finalement, il est décédé, comme tout le monde, mais en 1904, en terre promise. Il est décédé en Palestine. Évidemment, pas mal de gens venaient d'horizons différents, se retrouvaient là dans une situation difficile parce que le sultan n'appréciait pas du tout leur présence. Les opinions étaient divergentes. Et surtout, les propositions de tous les diplomates du monde voyaient l'État juif un peu partout dans le monde, sauf en Palestine. Et on leur a proposé l'Ouganda, la Cyrénaïque, la Mésopotamie, mais pas la Palestine. Pas Sion. Non, non. Et donc, beaucoup de juifs se décourageaient parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver le support. Mais la migration continuait. Et la révolution russe ayant échoué, le nombre de juifs qui quittaient était de plus en plus nombreux. Et 22 nouveaux villages ont été construits avec le soutien financier de philanthropes français, notamment, dont le fameux baron de Rothschild, de nouveau, et le baron Hirsch. Malgré les Ottomans qui voulaient bloquer, il n'y avait rien à faire, ça avançait. Quand Dieu veut quelque chose, il le veut, croyez-moi. Et rien ne peut l'arrêter. Et c'est vrai que ces implantations, malheureusement, étaient rivales parfois l'une de l'autre, parce que elles étaient toutes membres de l'organisation sioniste mondiale, c'est un fait, mais leurs opinions et leurs nuances, même religieuses, étaient variées. C'est pas évident de rassembler des gens qui viennent de partout et qui ont vécu pendant autant de siècles d'affilée, un vécu si différent. En 1906, le fameux David Ben Gourion, qui est né en Pologne, a débarqué en Palestine. Et il y a créé un périodique qui était nommé Unité, avec un certain Itzhak Ben Zvi. Évidemment, un périodique hébreu en pays ottoman, ça ne devait pas plaire des masses. Et donc l'autorité turque l'a viré. Et il est reparti, il est revenu avec la prochaine vague d'immigration. Il ne s'est pas découragé, les garçons. Et là, grâce à sa volonté farouche, il y a eu la création des 2 premiers partis politiques du foyer juif qui étaient en devenir. En 1909, il y a eu la toute première ville 100% juive, la fameuse Tel Aviv. 2 ans après, ça a été le premier kibbutz, ou village agricole collectif, à Degania. Alors, entre 1904 et 1914, pas moins de 50 000 juifs sont venus rejoindre la cinquantaine de groupes de type coopératif. 50 000 juifs d'Europe, malgré les persécutions turques qui étaient maintenues. Et un comité allemand, qui était financé par un philanthrope russe, a installé une haute école de technologie juive à Haïfa en 1912. En 1914, donc, les juifs étaient environ 85 000. Ils représentaient 12% de la population de la Palestine.
mais la grosse majorité, évidemment, restait en Europe ou émigrait aux États-Unis. Elle ne s'inquiétait pas vraiment du devenir de l'État juif. Puis il y a eu la Première Guerre mondiale, ce qu'on appelle la Première Guerre mondiale en Europe, qui entraîna vraiment la modification des rapports de force en Moyen-Orient et en Europe. Les Turcs avaient fait un choix. Ils s'étaient alliés à la coalition allemande contre la France, contre les Britanniques, contre les Russes. Évidemment, ça leur a éclaté de la figure, puisque dès 1915, il y a eu des discussions entre les différents alliés, et les discussions elles tournaient au niveau de quoi? Du partage, du Moyen-Orient. La France estimait qu'elle devait hériter de la Syrie, parce que c'était historique. Les Britanniques, eux, voulaient surtout s'inquiéter de la sécurité du canal de Suez. Alors, il y a eu des tas de transactions entre eux, c'était beaucoup de discussions diplomatiques pendant que les pauvres soldats se battaient sur le front. Et en 1916, les Anglais ont convaincu l'émir Hussein, qui est un arabe, à se révolter contre les Ottomans. Et il lui promet un royaume, qui reprendrait la Russie et la Mésopotamie. Ce qui les plaçait déjà dans une situation très, très, très délicate, puisque les autres alliés étaient occupés à négocier le partage autrement. Et il était déjà en train de promettre le royaume qui ne revenait pas à eux, mais aux Français notamment. Et donc, l'idée des Anglais pour se tirer d'affaire était de mettre toute la région sur un protectorat international. En se disant comme ça, c'est un peu le début de l'ONU, quoi. Comme ça, on met ça sous le protectorat international et on ne se dispute plus le terrain. Finalement, la France a quand même obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire la Syrie, et l'Angleterre, la Mésopotamie. Et on pressentait en fait que la Palestine serait mise, elle, sous un mandat international, le fameux accord dont on parle, Sykes-Picot de 1916. Les Juifs, évidemment, étaient répartis sur les deux camps dans la guerre. Il y en avait qui habitaient dans les pays belligérants, ennemis et amis, dans les deux sens. Et un certain Chaim Weizmann, qui était un scientifique russe d'origine, a émis une idée, c'est de faire d'Israël une nation tampon. Je vous rappelle que notre pays, la Belgique, a été créé aussi comme une nation tampon à l'époque. À cause des guerres napoléoniennes, on a créé artificiellement un pays pour éviter justement que tout le monde se tape dessus, et si on se tape dessus, on se tapera chez nous. Voilà, c'est un peu le concept. Eh bien, le Weizmann se dit, tiens, on va profiter de faire cet état tampon. Et de ce fait, de nombreux juifs se sont engagés dans l'armée anglaise, qui était dirigée par le général Allenby, et ils ont fait en sorte que l'ennemi recule, dès la fin de 1917. Donc ils ont pris Gaza, notamment, jusque Jérusalem, ils ont pris Jérusalem, et il est décidé que Jérusalem serait nommée capitale, entre guillemets, de la Palestine anglaise. La révolution russe était en plein apogée, et ce fameux Weizmann va monnayer avec les Anglais une de ses découvertes militaires, le fameux TNT. Moyennant la création d'une entité juive, selon le protectorat colonial, eh bien, il donne sa formule aux troupes anglaises. Voilà comment les premiers explosifs TNT sont arrivés sur les champs de bataille. C'est un juif qui les a inventés. Comme on l'a dit, les Britanniques s'étaient engagés un peu trop en avant avec cet émir arabe Hussein. Et la France avait beaucoup de problèmes sur le continent. Et donc les Britanniques, indirectement, avaient une mainmise sur la région, une mainmise de fait. Donc pour essayer de se tirer d'affaire, il a été convenu de signer un nouvel accord où les droits des populations indigènes étaient établis. C'est la fameuse déclaration de Balfour. C'est déclaré, effectivement.
c'est le ministre des Affaires étrangères, qui envoyait à la fédération sioniste, représentée par le baron de Rothschild, la garantie qu'il y aurait un territoire juif qui comprendrait aussi la Cisjordanie. En fait, c'était un engagement à rendre la totalité du territoire promis aux Hébreux de l'Ancien Testament. C'était la terre promise. En fait, c'était une manipulation anglaise de nouveau, parce qu'elle ne poursuivait qu'un seul but, c'était soutenir les Juifs de Russie notamment, renforcer les liens avec les Américains qui venaient de prendre les armes à leur côté. C'était simplement se chercher de l'aide en étant bien gentil avec les Juifs que les Russes et les Américains soutenaient. Donc, le protectorat britannique s'est installé en Palestine. En même temps que lui, le foyer sioniste s'est installé en 1917. Il a fallu faire beaucoup de tractations, évidemment, mais tous les alliés l'ont ratifié après l'armistice à Washington. Donc, en 1918, l'Empire ottoman a été contraint d'abandonner les territoires puisqu'ils avaient été vaincus. En Russie, il y a eu la fameuse révolution d'octobre à ce moment-là. Et les communautés juives de Russie ont été isolées par rapport aux autres. Et les communautés qui se trouvaient en Europe devenaient tributaires du fameux traité de Versailles, qui fixait toutes les nouvelles frontières redessinées et devait normalement garantir la protection des minorités. La défaite des Allemands, elle, entraînait une chose, c'est le lit du nationalisme, un nationalisme virulent qui donnerait plus tard le nazisme. Le reste des arbres de sa forêt pourra être compté et un enfant en écrirait le nombre. Prophétie d'Ésaïe. C'est donc un pays dénudé, un pays désertique qui tombe sous l'autorité des conquérants. C'est à ce moment-là qu'à Paris est née la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Et là, on va sceller le sort des pays vaincus, et la Palestine est, comme prévu, placée sous protectorat britannique jusqu'à son indépendance. Il y a des tractations politiques pas possibles, et c'est un fameux Lloyd George qui est à l'initiative de ça, qui justifiait une certaine importance des Britanniques parce que l'armée rouge s'était rétractée avant la fin du conflit. Et que surtout, les Anglais étaient très embêtés parce qu'ils avaient pris des engagements verbaux avec ce fameux émir arabe et que, fallait essayer de trouver une solution. Mais la Syrie est quand même tombée dans l'escarcelle de la France. La Palestine et la Mésopotamie ont été remises aux Britanniques. Il y a eu des conférences interalliées en 1919 à Paris et en 1920 à San Remo. Et donc le Moyen-Orient a été scindé en deux parties, avec des mandats internationaux de la Société des Nations qui étaient octroyés à la France et à la Grande-Bretagne. Dans les faits, la Palestine, qui était sous protectorat jusque-là, passait aussi sous le mandat de la Société des Nations dès 1922. Alors, là, il y a eu, en fait, un accord de respect des droits mutuels entre la Palestine juive et l'État arabe, parce que les Britanniques, de nouveau, l'avaient promis au shérif de la Mecque, et cet accord a été signé en 1919, sous réserve que l'Angleterre tienne tous ses engagements entre Weizmann et l'émir Faisal. Et ça incluait la pérennité des lieux saints pour les deux camps. Donc vous voyez déjà d'où naît le problème des lieux saints de Jérusalem. C'est que déjà, ce sont les Britanniques qui sont complètement plantés dans leur façon de négocier et qui ont fait que pour finir, il a fallu trouver des compromis.
On pouvait espérer à ce moment-là qu'il allait y avoir une paix durable. Mais il y a déjà, à ce moment-là, les premières tensions interethniques dès 1920. Tout simplement parce que les Français sont arrivés à la tête de la Syrie. Il faut savoir que les Arabes en voulaient aux Britanniques, c'est logique. Et pour eux, c'était une trahison. Et donc, parce que les Britanniques ont trahi, eh bien, on s'est retourné contre les Juifs. C'était plus facile à toucher, évidemment. Et donc, dès ce moment-là, Faisal a refusé de reconnaître l'existence sioniste au Moyen-Orient. Donc, les problèmes d'aujourd'hui sont déjà nés là-bas, à ce moment-là. Les Hébreux, eux, commençaient à s'organiser en confédération ouvrière. Et cette confédération gérait l'économique, le social, le religieux. Ils avaient aussi créé leur section de défense qu'ils appelaient le Haganah. Et la Palestine se structurait en nation indépendante, sous l'égide d'un gouvernement pro-sioniste évidemment. Mais là commençaient les attaques arabes qui s'attaquaient surtout aux zones religieuses, à Hébron, Jérusalem et Safed. Ça n'empêchait pas les nouveaux émigrants hébreux de venir. 35 000 sont venus d'Europe de l'Est. Et donc le sentiment national grandissait. Ils ont un fonds de reconstruction qui finançait tous les projets à tour de bras. Et on a créé la première coopérative de petits propriétaires dans la plaine de Jizréel, qui était subitement redevenue fertile. Je le souligne. Subitement redevenu fertile. Vous savez, avec Dieu, il y a des miracles, hein, on me rappelle. C'est un miracle. Puis, à un moment donné, toutes les migrations commençaient à avoir un coup d'arrêt parce que les Juifs de Russie ne savaient plus revenir. Ils ne pouvaient plus, à cause de la révolution d'octobre, venir librement. Ils étaient cadenassés. En fait, Lénine puis Staline voulaient tout simplement les intégrer en Russie. Ils ne voyaient vraiment pas la raison pour laquelle ils devaient partir. C'est ça la révolution, la liberté de l'homme. Je me demande parfois pourquoi les révolutions ont lieu. On en arrive à un petit livre blanc. Ce n'est pas le livre rouge de Mao Tse-tung, c'est le livre blanc de Churchill, qui était ministre de l'Intérieur en Grande-Bretagne, qui décide d'offrir 78% des terres promises aux Juifs dans la déclaration de Balfour. Je vous rappelle que la déclaration de Balfour prévoyait que la terre promise dans l'Ancien Testament serait donnée aux Juifs, et il décide que 78% de cette terre promise irait aux Arabes, en interdisant la Transjordanie aux Juifs, mais en imposant la cohabitation en Israël. Il va même jusqu'à limiter l'autorisation d'immigration dès 1930. Ce qui, pour les États-Unis, pose un vrai problème, puisque eux aussi avaient limité l'accès à leur territoire aux étrangers. Weizmann est intervenu et a pu un peu modérer les choses. Il faut dire qu'on l'aimait bien, il était un peu explosif, le garçon. En 1929, des troubles vont éclater en Jérusalem et 133 Juifs vont mourir. Il y aura de nombreux blessés parce que tout simplement, ils revendiquent le mur des lamentations. Et les Anglais sont mis au pied du mur parce qu'ils sont critiqués, parce qu'ils sont trop laxistes. Alors, pour se démarquer des Arabes qui habitent aussi chez eux, les Juifs fondent le Parti travailliste en 1930. Et c'est une structure conçue sur le principe d'un État. Il est composé de sionistes et de non-sionistes. Ses pouvoirs sont étendus au domaine financier, donc il peut percevoir des taxes. Au domaine social, il organise notamment l'école, la santé, les syndicats, la culture. Et militaire, donc le principe de la milice populaire, qui est toujours d'activité aujourd'hui, d'actualité, c'est à ce moment-là qu'on le crée. Mais les Anglais, eux,
considère ce petit parti politique comme une petite commission consultative pour l'installation du foyer juif en Palestine. En 1933, vous savez que l'antisémitisme et l'antisionisme politique montent progressivement en puissance. On sait que en Europe centrale, le national-socialisme prend de l'ampleur et que Hitler arrive au pouvoir en Allemagne. C'est la persécution des Juifs, parce que Hitler estime que les Juifs sont l'origine de tous les maux germaniques, dont la défaite en 1918. Il leur rend d'abord la vie impossible. Il crée la loi raciale de Nuremberg en 1936. Il saccage des synagogues et des commerces durant la nuit de cristal en 1938. Puis en 1941, il bascule dans l'extermination. Beaucoup ont pu s'enfuir. Enfin, beaucoup, 70 000, en terre promise. Mais c'est vrai que c'est un tournant important, parce que cette extermination et cette persécution va faire que l'émancipation et l'intégration juive dans les pays européens n'est plus possible. Et donc, l'envie d'aller en terre promise et de créer le royaume messianique devient de plus en plus fort. Pendant ce temps, il y a toujours les Arabes qui sont là en terre de Palestine. Et ils sont dirigés par le Mufti Haj Amin al-Husseini. Ils se révoltent contre les Anglais en 1936 et ils inaugurent l'ère du terrorisme systématique contre les colonies juives dans le but de déstabiliser simplement les Britanniques. En 1937, les Britanniques vont décider, après avoir envoyé un émissaire, que la déclaration de Balfour est irréalisable. Il y a de quoi, puisqu'ils n'ont rien fait pour qu'elle se réalise. Et donc, ils vont proposer un projet de répartition des territoires palestiniens en 2 États souverains, à l'exception des lieux saints, qui resteront sous leur autorité. Weizmann va quand même approuver le plan, alors que Jabotinsky, fondamentaliste juif, privilégiait lui un Israël fort, établi des 2 côtés du Jourdain, comme au temps biblique. Mais évidemment, les Arabes, eux, ne sont ni d'accord avec Weizmann, ni d'accord avec Jabotinsky, et rejettent tout en bloc. Et donc, ils se soulèvent en Palestine, soutenus par la Ligue arabe, et ce soulèvement est réprimé par les Britanniques. En 1938, la Société des Nations va échouer dans sa volonté de réunir des pays hôtes pour les Juifs alémaniques. Donc, en fait, à Évian, ils se rassemblent pour se dire on est en train de massacrer des Juifs. Il faut qu'on les réunisse ailleurs, il faut qu'on les ramène vers un autre pays. Et seule la République dominicaine, la Guyane britannique et les Philippines acceptent d'accueillir des Juifs. Tous les autres ont fermé leurs frontières. Il faut quand même le signaler. Tous les autres pays, à cette époque-là, ont fermé leurs frontières aux Juifs. Et pourtant, l'antisémitisme montait. En Pologne, Roumanie, Hongrie, Italie, Autriche, Tchécoslovaquie, dans tous les pays qui étaient occupés par la machine teutonne. C'est aussi cette époque que les Britanniques choisissent courageusement pour abandonner les sionistes au profit des Arabes. C'est là qu'on crée le fameux second livre blanc, qui abandonnait l'idée de 2 États autonomes, mais qui mettait au point une procédure tellement lourde et qui consistait à trouver des compromis entre les Juifs et les Arabes, sous l'égide anglais, qui trancherait pour chaque problème rencontré. Ça ne veut déjà pas gérer les premiers problèmes, on se demande comment il pourrait gérer les autres. Mais enfin, en 1939, c'est la Seconde Guerre mondiale qui éclate. Les Juifs étaient à ce moment-là 430 000 en Palestine, suite à l'émigration, mais surtout clandestine, de ceux qui étaient persécutés en Allemagne. C'est vrai que le livre blanc britannique avait mis un halte là aux immigrations autorisées. Et donc, les possibilités d'achat de terres et de transhumance étaient limitées fortement à 75 000 par an.
le nouveau revirement britannique, qu'est-ce qu'il prévoyait? Eh bien, un État palestinien qui dominait une minorité juive. Et donc, ça ne faisait qu'augmenter les rivalités et les rancœurs entre les deux ethnies. Et bon, pendant les années et des années, il n'y a eu que des luttes. C'était cet instant-là qui a été considéré comme la rupture morale entre Britanniques et Juifs. Mais Weizmann, qui était toujours à la tête de cet État juif en devenir, a eu la sagesse de ne pas exacerber cette situation durant toute la période du nazisme. Donc il s'est dit, il vaut mieux ne pas lutter contre les Britanniques maintenant, il vaut mieux rester sage, parce que là-bas en Allemagne et dans toute l'Europe, nos compatriotes sont massacrés. Tel Aviv, à ce moment-là, qui avait été fondé en 1909, je vous rappelle, et qui est considéré comme capitale juive, comptait 135 000 habitants. C'est aussi à ce moment-là que le scandale du Saint-Louis, qui était chargé de juifs qui avaient fui le nazisme, a dû rebrousser chemin à la Havane et est retombé dans les griffes allemandes. C'est la belle histoire de notre monde, ça, qui veut nous imposer des paix extraordinaires et qui a agi de cette manière-là. C'est pourquoi mon peuple sera soudain emmené captif, sa noblesse mourra de faim et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule outre mesure. Alors descendent la magnificence et la richesse de Sion et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et le regard des hautains seront abaissés. L'Éternel des armées sera élevé par le jugement, et le Dieu saint sera sanctifié par la justice. Des brebis paîtront comme sur leur pâturage, et des étrangers dévoreront les possessions ruinées des riches. Je la châtierai tous les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. De 1933 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, 6 millions de Juifs sur les 10 millions en Europe sont morts au travers des persécutions. Ça ne fait que confirmer les prophéties. Malheureusement, il y a eu peu de réactions des Alliés à l'époque. Ils préféraient minimiser l'existence des camps d'extermination et ils préféraient se concentrer sur leur effort de guerre, qui était indispensable évidemment, mais qui laissait périr comme ça toute une population, tout le peuple de Dieu en fait. L'Église chrétienne a été très, si pas trop, discrète dans ces événements, mais souvent la base des chrétiens a eu des comportements héroïques et donc a racheté en quelque sorte le comportement déplacé et honteux des responsables des églises chrétiennes. En 1941, une unité militaire juive a été créée. Elle a été formée par les Anglais. Elle avait pour mission principale de la reconnaissance et des opérations commando. En 1944, c'est la création de la brigade juive. En 1942, Rommel et son Afrika Korps ont été défaits. Et ça a poussé Ben Gourion, qui a été averti du génocide, qui était en cours en Europe nazie, à réclamer l'État juif de toute urgence, dès le moment où les hostilités cesseraient. Weizmann, lui, il essayait de jongler entre les méandres des restrictions des livres blancs, et ça s'est retourné contre lui parce que la majorité s'est ralliée aux exigences de liberté. La rupture était consommée avec les Anglais, on est en 1942. Il y avait bien quelques pionniers qui s'étaient installés sur le continent au XVIIe siècle, mais il y a une très grande vague d'émigration qui a eu lieu, surtout d'origine allemande, russe, polonaise et roumaine, vers les États-Unis d'Amérique et vers les autres régions d'Amérique accessoirement. En fait, ça a commencé au XVIIe siècle, ça a pris de l'ampleur en 1880 et ça a eu son paroxysme au moment de la vague d'antisémitisme de la Seconde Guerre mondiale. Et évidemment, aux États-Unis, il y a eu une puissante communauté juive qui s'est installée.
et plus de la moitié des Hébreux du monde vivaient là-bas à la fin du XXe siècle. Ils ont dû lutter aussi dans les luttes sociales, notamment pour avoir accès à l'enseignement. Il y a eu des crises économiques lourdes qui ont eu lieu avant l'Holocauste, mais elles y ont atteint une prospérité sans pareille. Principalement, elles se sont installées dans les grandes métropoles, dont New York. Et c'est vrai que l'embourgeoisement devenait le premier rival de ces juifs-là installés aux États-Unis dans les affaires financières les plus diverses. Le risque, évidemment, c'est qu'ils ne se sentent plus du tout concernés par l'intégration dans leur nation d'origine. En 1946, Ben Gourion, qui était toujours proche de Weizmann, a mené la guerre juive à partir de Paris. Il a privilégié, lui, la politique. Donc il voulait régler ça par la négociation, évidemment. Il y a toujours eu des mouvements radicaux qui ne partageaient pas son avis et qui ont décidé de dynamiter le siège d'administration provisoire en Palestine. Ce n'est pas parce qu'il négociait politiquement qu'il n'a pas pris la peine d'équiper une armée efficace, le Mossad, dès 1936, qui sont les services secrets juifs. C'est un corps expéditionnaire qui s'occupait principalement de l'entrée des émigrants clandestins et qui s'occupait aussi de fortifier et de défendre les colonies. Là aussi, un autre drame que je veux souligner, c'est celui de l'Exodus. D'ailleurs, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus. C'est un bateau affrété par les survivants de l'Holocauste qui cherchait une nouvelle terre d'accueil en Palestine et qui a scandaleusement de nouveau été renvoyé en Allemagne en 1947. Vous imaginez le drame. C'est une grande bévue que les Anglais, les Britanniques ont encore commis à ce moment-là. Et donc, suite à cela, ils ont décidé d'abandonner leur hégémonie sur les terres palestiniennes et ils ont remis leur mandat aux Nations Unies qui a proposé la création de 2 États indépendants et d'une enclave de droit international pour préserver les lieux saints, suivant un processus transitoire de 2 ans sous son égide. C'est un territoire vraiment étriqué qui a été proposé aux Juifs. Mais ils ont accepté avec enthousiasme, parce que c'était quand même un territoire en terre promise. Et les Arabes ont rejeté de nouveau ce projet. La guerre froide commençait à naître. Et l'ONU a adopté quand même ce plan sous l'auspice de Truman, États-Unis, et Staline pour la Russie. Les Britanniques, eux, étaient insatisfaits par la tournure des événements et donc ont décidé unilatéralement leur retrait le 18 mai 1948 en créant encore un peu plus le chaos. Au moment de l'indépendance, la Palestine comptait plus de 250 coopératives agricoles juives pour 6% du territoire prévu initialement. 6% du territoire prévu initialement, vous imaginez. Mais ils avaient 1/3 des terres arabes et le niveau de vie le plus élevé de tout le Moyen-Orient, ce qui a attiré évidemment plus de 100 000 immigrants arabes sur la période alors de 1922 à 1947. Si on n'appelle pas ça un miracle, je ne sais pas comment on peut l'appeler. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Parakou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.